de dire ce qu'ils pensent et d'enseigner la critique aux étudiants, il n'était pas vu de bon oeil par les autorités togolaises. Donc voilà en quoi on a utilisé l'éducation pour étourdir, pour étouffer l'éclosion, de l'intelligentsia et de l'esprit critique au niveau de l'enseignement togolais. C'est pourquoi on est des parfaits secrétaires partout où on va. On dit ce Togolais, il est très sérieux. Quand on lui dit d'ordonner les choses, de faire son travail, il fait son travail et religieusement, très bien fait, et puis on l'apprécie et il est content. Mais quand, vous voyez, quand ils n'ont pas cet esprit critique, ils ne voient pas plus loin que ce qu'on leur demande, ils ne peuvent pas se positionner sur les tenants et les aboutissants de la crise togolaise en le prenant dans la dimension du temps et en même temps les forces en présence, mais aussi en proposant un nouveau paradigme qui passe par un triptyque, la déconstruction de la violence, qui est le premier mécanisme par lequel ce régime nous maintient dans la terreur. Ensuite, il faut acter, n'est-ce pas, la pensée rebelle, parce qu'on ne peut pas accepter les lois scélérates, les mécanismes de domination qui passent par des impositions comme la Constitution, comme la soi-disant 5e République et tous les lois scélérates que le dictateur utilise. Et donc, ça passe par la pensée rebelle, la révolte, l'indignation, mais aussi, il faut acter la rupture avec ce régime, créer le rapport de force nécessaire capable de provoquer l'équilibre de rupture. Et ça, pour pouvoir donner les chances au peuple togolais de pouvoir retrouver l'état de souveraineté perdu en 1963. Et pour le faire, il faut donc aller en profondeur, faire de l'analyse politique sur les enjeux. Et cela, on ne peut que s'appuyer sur des experts, sur des hommes de métier, sur les gens de terrain qui ont côtoyé, qui ont travailler au cœur même de la bête pour pouvoir nous permettre d'avoir toutes les clés d'analyse. Aujourd'hui, nous invitons Carlos Queitor, comme vous le savez, qui est un grand journaliste et qui a été patron de la presse togolaise, qui est défenseur, n'est-ce pas, des droits de l'homme, sociologue de formation. Eh bien, Carlos qui a été forcé aujourd'hui à l'exil, vous avez vu les conditions rocambolesques avec lesquelles il a été arrêté pour avoir publié un article qui dénonçait justement la corruption de ce régime, le vol des cuillères d'or à la BCAO par les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement de Faure Gnassingbé. Ça a voulu créer une forme de séisme au sein de ce régime. Ça fait partie de la liste de tous les scandales qui meublent ce régime de violence, de tyrannie. Et bien, Carlos a été forcé à l'exil. Aujourd'hui, avec d'autres casquettes qu'il porte, il va pouvoir nous aider. Aujourd'hui, en tout cas chaque samedi, vous donnez ce que nous allons appeler les masterclass, c'est aller plus en profondeur en termes d'analyse politique et politologique de la situation et le voir un peu sous des volets historiques, des volets politiques, des volets militaires, parler des vrais sujets au-delà justement de l'actualité parfois qui nous accapare et qui ne nous permet pas d'aller vers un peu plus en profondeur en termes de réflexion stratégique. Et cette réflexion stratégique doit être au cœur de l'action politique et comme le dit Heidegger, la pensée, avant d'aller à l'action, il faut penser la pensée. Parce que l'action en lui-même n'est pas intelligente. Elle est la dérivée première de la pensée. Alors quand vous pensez bien, comme un architecte, quand vous avez bien pensé la maison, vous avez fait vos études et calculé tout à fait, je dirais, tous les éléments nécessaires à la construction. Ensuite, les maçons ne feront tout simplement que suivre le plan et arriver aux résultats escomptés. Par contre, si l'étude n'a pas été bien faite, eh bien, au cours de la construction, il peut avoir, l'immeuble peut complètement se désengager tout simplement parce que les calculs n'ont pas été bien faits. Donc, dans la lutte politique aussi, ça prend une réflexion stratégique pour pouvoir l'acter par la suite sur le terrain de la même façon qu'une armée fonctionne. Avant d'aller en guerre, il faut avoir un plan de guerre,
il faut penser à la logistique, il faut penser aux stratégies et tout ça pour que ça soit exécuté sur le terrain. Donc c'est la même chose. Notre lutte a besoin de penser stratégie, de penser de profondeur stratégique, de pouvoir analyser les forces et les présents, nos faiblesses pour pouvoir renforcer ces dimensions et sortir tout simplement d'une façon de voir la chose, se mobiliser, faire des marches, aller aux élections. Il va falloir peut-être aller au-delà de cela parce que cette boîte d'outils qui est je dirais, qui fait partie d'une lutte politique dans le cadre d'un écosystème démocratique ne fonctionne pas dans le cas du Togo. C'est le chemin que nos opposants ont suivi, que les partis politiques ont adopté dans les années 90. Et on voit que face à une dictature violente, face à une terreur, face à des gens sans foi 90, et on voit que face à une dictature violente, face à une terreur, face à des gens sans foi ni loi qui ne respectent aucune règle, cette façon de lutter finira, n'est pas en tout cas efficace et ne sera jamais efficace tant que nous ne changeons pas les rapports de force nécessaires, les forcer à respecter le droit citoyen constitutionnel des Togolais, parce qu'un groupe de personnes se permet tout simplement de pouvoir s'attaquer à la dignité des Togolais, déshumaniser les Togolais, les faire souffrir, et on ne peut pas donc accepter. Il va falloir donc mettre à contribution la pensée stratégique et résoudre cette équation qui est imposée au peuple togolais depuis 60 ans sans aucune aide extérieure. Voilà un peu je dirais l'introduction. Je voudrais, avant de laisser la parole à Carlos, réclamer encore, comme on l'a fait au début du live, une partie, en tout cas une pensée pieuse pour les prisonniers politiques, pour Pyramide. L'une des façons de déconstruire la violence, c'est de créer une solidarité autour de nos prisonniers politiques, parce que l'objectif de Faure Gnassingbé, c'est de les isoler pour les faire souffrir, pour les détruire, et en même temps les amener à ne plus s'engager, à réclamer leurs droits constitutionnels, leurs droits citoyens, mais aussi terroriser leurs familles et in fine le peuple togolais. Et donc en les laissant à leur sort, nous donnons les chances justement à la machine répressive de Faure Gnassingbé de pouvoir se prospérer, mais en créant cette solidarité autour d'eux, nous arrivons donc à casser la dynamique et à faire en sorte que la peur change de camp, puisque ceux qui sont derrière la répression, ceux qui sont derrière la violence, ceux qui ont violé notre sœur Grace, par exemple, ces gens-là doivent être recherchés, qu'on les sort de l'anonymat, parce qu'ils profitent de l'anonymat, ils profitent de l'impunité, et ils sont rétribués au crime. On les récompense au crime. Ces gens-là, il faut les sortir de l'anonymat, les exposer pour qu'ils puissent répondre de leurs crimes, parce que les hommes passent, mais le pays reste, et le code pénal. La situation. Nous, au niveau de nos masterclass que nous allons ériger en émission ou en randonnée hebdomadaire, nous aurons l'occasion d'aller en profondeur de toutes les questions. Donc, je vous remercie et je pense que cette masterclass aujourd'hui que nous allons présenter va être des échanges sur la situation globale du Togo, parce que nous allons aborder beaucoup de sujets. Je sais que ici, avec nous, nous avons des personnes qui ont traversé l'histoire du Togo depuis les indépendances, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio jusqu'à l'ère Faure Gnassingbé, où on est passé, où on a basculé malheureusement vers une certaine 5e République. Donc des gens ont encore en mémoire des faits historiques, des faits économiques, des faits sociaux, des faits politiques, mais aussi ont une certaine lecture de la géopolitique sur le plan général. Il y a des noms, il y a des dénominations, il y a des faits historiques que nous allons rappeler ici, et cela permettra en tout cas d'échanger sur les questions et de revenir là-dessus au fur et à mesure. Avant d'aborder le sujet, on a dit la cartographie de l'ethnisation et de la militarisation du Togo. Quel remède pour ce mal? Point d'interrogation. Parce que on ne va pas seulement exposer les faits,
mais on va faire l'effort ensemble de se frotter les idées, de un peu faire bouger nos méninges pour voir dans quelle mesure il faut trouver des solutions, un remède. Si on parle de remède, cela veut dire que c'est un mal qui est devenu comme une gangrène qui affecte la situation togolaise, et on a passé 6 décennies, près de 60 ans, à vouloir nous débarrasser de ce virus, de ce cancer, mais ça continue, il continue de ronger la politique, il continue de ronger le Togo, il continue de ronger les citoyens togolais, et il faut passer par des moyens. Aujourd'hui, nous allons passer, comme je l'ai dit, par des moyens académiques. Mais passons par cette anecdote que j'aimerais un peu proposer pour essayer de caricaturer globalement la situation. Mais on va faire l'effort ensemble de se frotter les idées, de un peu faire bouger nos méninges pour voir dans quelle mesure il faut trouver des solutions, un remède. Si on parle de remède, cela veut dire que c'est un mal qui est devenu comme une gangrène qui affecte la situation togolaise, et on a passé 6 décennies, près de 60 ans, à vouloir nous débarrasser de ce virus, de ce cancer, mais ça continue, il continue de ronger la politique, il continue de ronger le Togo, il continue de ronger les citoyens togolais, et il faut passer par des moyens. Aujourd'hui, nous allons passer, comme je l'ai dit, par des moyens académiques. Mais passons par cette anecdote que j'aimerais un peu proposer pour essayer de caricaturer globalement la situation du Togo. Est-ce que vous savez que jusqu'à maintenant, quand quelqu'un achète un terrain, et vous savez qu'il y a les doubles ventes, il y a les triples ventes, il y a des manœuvres d'escroquerie, de réappropriation du terrain et tout. Quand quelqu'un l'achète, il veut que ce terrain soit garanti et que aucun ravisseur, aucun malhonnête ne vienne s'accaparer ce terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une plaque et il dit ce terrain est propriété de colonel Nyanja, par exemple. Donc, quand il met ça, ça veut dire qu'il met en garde toutes les personnes qui passeront par là, qui seront tentées par l'aventure de s'accaparer ce terrain, que ce terrain appartient à quelqu'un qui est un militaire et aussi un Kabien ou bien une personne de l'ethnie Kabien. Vous voyez, cette caricature permet de montrer à quel niveau le système togolais est arrivé aujourd'hui à mettre l'ethnie et l'armée comme des épouvantails qui devraient faire peur aux populations et qui ne permettent pas aux populations de pouvoir aller, revenir en attendant de repartir pour revenir. Donc, c'est ça la situation. Donc, cette anecdote me permet de revenir dans le vif du sujet, tout en me présentant. Je sais que le Thier m'a déjà présenté et beaucoup ici qui sont sur cette plaque. C'est ça la situation. Donc, cette anecdote me permet de revenir dans le vif du sujet, tout en me présentant. Je sais que le Thier m'a déjà présenté et beaucoup ici qui sont sur cette plateforme me connaissent. Je suis Carlos Ketoaou, je suis sociologue, je suis journaliste, je suis défenseur des droits humains. J'ai fait les études parlementaires à l'Université de Luxembourg ici également, et j'analyse des dynamiques sociales et géopolitiques. Et je suis connaisseur des réalités togolaises et de la géographie ethnique du pays pour avoir eu la chance de parcourir le Togo du nord au sud, de l'est à l'est et de partout. Tout simplement parce que j'ai eu cette chance, je le dis toujours, d'avoir eu un père qui est un garde forestier qui était affecté dans toutes les localités du Togo, et cela m'a permis d'aller tant au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et étant donné que j'ai une curiosité poussée à pouvoir découvrir, à observer et à analyser, je suis arrivé à avoir une expérience empirique assez vaste qui me permet de faire un tour d'horizon. Et ajouté aux études sociologiques qui m'ont également permis de faire des recherches dans plusieurs localités, je me dis que c'est aujourd'hui très important de pouvoir aborder la situation politique qui est aujourd'hui plus ou moins statique, l'aborder sur ce plan, afin que nous puissions avoir
une vision claire qui permette d'aborder le sujet. Donc, avant de continuer, il faudrait d'abord aborder certains sujets, certaines terminologies, certains mots qui aujourd'hui constituent des graves problèmes qui minent aujourd'hui la politique togolaise. Mais ce ne sont pas des mots qui sont inventés par le Togo, ni par l'Afrique, mais c'est des terminologies coloniales qui sont collées à nos fesses, collées à nos États et qui malheureusement causent de grands dégâts, de graves problèmes au niveau de la situation. Donc voilà, je vais parler du mot ethnie, tout comme le mot tribu, tout comme le mot clan. Tribu, ethnie et clan causent de grands dégâts, de graves problèmes au niveau de la situation. Donc voilà, je vais parler du mot ethnie, tout comme le mot tribu, tout comme le mot clan. Tribu, ethnie et clan. Si vous regardez un peu dans le vocabulaire occidental, ces trois termes, ces trois mots n'existent pas dans la sociologie européenne classique. Que ce soit en Europe, aux États-Unis ou voilà, en Asie. Bon, en Asie, on parle des castes au niveau de l'Inde où il y a une certaine caste qui essaie de diriger ou qui essaie de faire les mêmes choses dans le domaine de la culture. Mais les termes ethnie, tribu, clan n'existent pas dans la sociologie européenne classique. Et ce sont des termes inventés ou à la limite imposés par les colonisateurs pour catégoriser les sociétés africaines qu'ils jugeaient primitives afin de mieux diviser et de gouverner. C'est pourquoi le Togo, malheureusement, est l'un des pays, je crois que cela avait été banni entre-temps au Rwanda, et parce que cela a causé beaucoup de problèmes. Le Togo est l'un des pays où, sur notre acte de naissance, vous allez voir, on met coutume. Adja, coutume, Ewe, coutume, Tem, coutume, Kabien. Et ça, c'est préjudiciable à la cohésion nationale. Déjà, sur une pièce d'identité, on le met. Quand vous allez à l'hôpital, je ne sais pas à quoi cela rime, les carnets de santé qui sont actuellement dans les hôpitaux, dans les dispensaires, même dans les villages les plus reculés, sont prototypés de cette même façon, ou nom, prénom, ethnie ou bien coutume. Ce sont des terminologies barbares qui divisent les populations, dans la mesure où on le met pour voir quelle faveur il faut accorder à quelle personne, qui soit d'une ethnie ou d'une autre. Donc en Occident, dans leur nomenclature, on parle souvent de nation, on parle du peuple, on parle à quelle personne, qui soit d'une ethnie ou d'une autre. Donc en Occident, dans leur nomenclature, on parle souvent de nation, on parle du peuple, on parle de région. On n'a jamais parlé de l'ethnie bretonne, non. On parle des Bretons pour parler bon, de façon globale, les Bretons, ou à la limite le peuple breton, bien la communauté bretonne. Ou on n'a jamais parlé de tribu écossaise. Alors que cette tribu écossaise est un peu le répondant de ce que nous appelons ethnie chez nous quand on indique ou on identifie certains groupes, certaines communautés d'individus. Voilà malheureusement l'étiquette ethnique qui était à la base une arme coloniale inventée par les colons pour essayer de chosifier. Je crois que tu l'avais évoqué aujourd'hui, de déshumaniser l'Africain, une façon de fabriquer des clivages artificiels et de justifier cette domination administrative qui est une faiblesse. Cette étiquette, aujourd'hui, est malheureusement reprise par nos États. Les dirigeants ont appris à instrumentaliser les identités pour se maintenir au pouvoir. Et cela cause de graves problèmes. Et nous allons
maintenant revenir sur la question du Togo spécifiquement, parce que dans notre développement, nous allons parler du cas du Togo, de la jeunesse de cette fracture qui a été entretenue. Nous allons parler du régime des Yadema, de la naissance d'une cartographie ethno-militaire qu'il a fondée, qui continue aujourd'hui. On va aborder les années 90 avec la démocratisation. On va aborder l'ère Faure Gnassingbé qui a modernisé cette continuité, cet héritage qui est devenu encore plus brutal que le règne de son père. On va essayer de parler généralement de la carte du pouvoir ethno-régional du Togo et on va aller dans le sens des conséquences qui entraînent naturellement un État divisé contre lui-même. Le Togo est divisé contre lui-même. Nous allons revenir maintenant aux remèdes. Et je vous l'avais dit, il faudrait que on ait l'occasion d'échanger parce que dans le développement, il y a des noms que je vais citer et dans l'histoire politique du Togo, il peut arriver que, voilà, vous me soufflez certains noms, vous dites que, bon, voilà, si je dis la génération Laclé, vous saurez que avec Laclé, à l'époque, qui était aux côtés des Yadema, il y avait les Vigniko, Amédéniato et tous les autres. Donc, nous allons aborder ça. Mais avant d'aborder ce sujet, je pense que je vais revenir sur quelque chose de très important qui consiste à se poser des questions. Pourquoi les révolutions aboutissent dans la plupart des pays, même des pays qui nous entourent, les pays limitrophes, et chez nous au Togo, on est passé par tous les moyens, il y a eu des révoltes, il y a eu des grandes manifestations, le pouvoir fléchit, mais finit toujours par se redresser comme un roseau, ne se casse, ne se brise jamais. Pourquoi cela? J'ai essayé d'aborder ça dans un sens. Quand on était en sociologie à l'université, il y avait une matière commune que on faisait avec la FASEG, qui était le HFE ou bien HFES. En FASEG, on l'appelait HFES, nous on l'appelait HFE, l'histoire des faits économiques et sociaux. C'était enseigné en sociologie et en FASEG. Et cette matière vise à fournir aux étudiants une compréhension historique des phénomènes économiques et sociaux majeurs, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour. Et à un moment donné, au niveau de cette matière, on enseignait comment les révolutions ont permis à l'Europe à partir du XVIIIe siècle de pouvoir aborder la question de la lutte des classes et d'aboutir au renversement des systèmes de violence, des systèmes qui endoctrinaient le peuple, des systèmes qui ne permettaient pas de faire émerger les populations. Parce qu'à l'époque, il y avait la bourgeoisie et les prolétaires. Et il y avait des théories marxistes qui avaient permis de renverser, voilà, cette prédominance de cette bourgeoisie, des gens qui étaient bien installés, pour que le pouvoir revienne à un moment donné aux prolétaires, où il y avait la fameuse Burkina Faso. La même matière a été enseignée, mais avec une certaine différenciation. Pourquoi? Parce que on a axé l'enseignement des HFES, qui constitue un enseignement qui nourrit, cultive, développe la pensée critique et la pensée rebelle chez les étudiants. On a enseigné ça dans la forme la plus crue à l'université de Ouagadougou, aux étudiants. Et à partir de cette université, tous les étudiants qui étaient sortis à l'époque avaient cette posture révolutionnaire, cette posture de ce qu'on appelle, selon Karl Marx, je crois, la praxis, l'action de transformation, ce qui permet de transformer ce qui est social en économie et en développement du pays. Et il faudrait carrément passer par une certaine rupture. Il faudrait passer par une certaine violence, non seulement violence physique, mais violence intellectuelle pour changer les choses. La matière a été enseignée au Burkina Faso avec cette même ardeur, ce qui a permis de former des Burkinabés qui, forcément, n'ont pas fait les sciences sociales ou seulement les sciences économiques, mais aussi, on a répercuté cette mobilisation, cette culture sur les autres populations. C'est pourquoi vous allez voir que les révolutions ou les révoltes au niveau du Burkina Faso ne se passent pas
comme au Togo. Les gens ne se laissent pas faire facilement. Quand il y a un mouvement d'ensemble qui veut s'engager, donc on essaie de voir que les gens ont déjà une idée a priori qui permet de les faire révolter pour s'attaquer au contexte de domination. Mais au Togo, l'éducation dès la base a été orientée vers ce qu'on peut appeler le stoïcisme, c'est-à-dire que il ne faut pas aller dans un sens où il ne faut pas se rebeller, il ne faut pas critiquer, et on nous a appris à toujours applaudir, à toujours dire oui, à toujours se soumettre à l'autorité, que ce soit administrative et militaire. Et surtout qu'on a mis l'armée en avant, là, ça changeait radicalement les règles du jeu et on n'avait pas la posture révolutionnaire, cette posture de ce qu'on appelle, selon Karl Marx, je crois, la praxis, l'action de transformation, ce qui permet de transformer ce qui est social en économie et en développement du pays. Et il faudrait carrément passer par une certaine rupture. Il faudrait passer par une certaine violence, non seulement violence physique, mais violence intellectuelle pour changer les choses. La matière a été enseignée au Burkina Faso avec cette même ardeur, ce qui a permis de former des Burkinabés qui, forcément, n'ont pas fait les sciences sociales ou seulement les sciences économiques, mais aussi, on a répercuté cette mobilisation, cette culture sur les autres populations. C'est pourquoi vous allez voir que les révolutions ou les révoltes au niveau du Burkina Faso ne se passent pas comme au Togo. Les gens ne se laissent pas faire facilement. Quand il y a un mouvement d'ensemble qui veut s'engager, donc on essaie de voir que les gens ont déjà une idée a priori qui permet de les faire révolter pour s'attaquer au contexte de domination. Mais au Togo, l'éducation dès la base a été orientée vers ce qu'on peut appeler le stoïcisme, c'est-à-dire que il ne faut pas aller dans un sens où il ne faut pas se rebeller, il ne faut pas critiquer, et on nous a appris à toujours applaudir, à toujours dire oui, à toujours se soumettre à l'autorité, que ce soit administrative et militaire. Et surtout qu'on a mis l'armée en avant, là, ça changeait radicalement les règles du jeu et on n'avait pas la chance. Cela affecte les Togolais partout où nous allons. Quand on dit parfois que... Alors, si oui, vous avez ajouté, même à l'université, il n'y a pas de faculté. Allô, tu es en train de parler et j'ai oublié une introduction. C'est que à chaque fois que tu vas prendre la parole, je vais devoir muter Carlos pour que sa voix porte. Parce que souvent, il y a des bugs. S'il vous plaît. D'accord, merci. Parce que depuis très longtemps, il y a des gens qui disent non, les journalistes, ils sont critiques et ce sont des gens qui donnent l'information, ce sont des gens qui font tomber les dictatures ou bien les régimes et qui critiquent les pouvoirs. Donc moi, je ne veux pas d'école de journalisme. Donc il n'y a jamais eu d'école de journalisme au Togo. À l'époque, les doyens qui ont fait du journalisme, que ça vous dévie, Yao Dogan et tous les autres, Badi Bassa Babaka, ou bien ils ont fait Yaoundé, école de journalisme de Yaoundé, ou bien ils ont fait Dakar, et école de journalisme de Dakar. Mais à ce jour, aujourd'hui, ce sont des instituts, et SICA, Institut supérieur des sciences de la communication, et puis, je crois, un autre institut. Donc, on est toujours à l'étape d'institut, et on n'a jamais réussi à ériger une vraie école de journalisme. C'est pourquoi nous, qui avons fait du journalisme pendant longtemps, c'est qu'on l'a fait sur l'État, on a suivi beaucoup de formations, heureusement, avec les ambassades de France et États-Unis qui nous ont donné ces formations avant de revenir ici peut-être en Europe pour renforcer nos capacités en faisant une véritable école de journalisme où moi j'ai fait l'école supérieure de journalisme de Lille. Et cela permet de voir un peu que si au-delà de journalisme sur les tas que nous avons appris, si vous n'avez pas cette formation diplômante de bout en bout
où vous voyez tous les contours du journalisme, ben vous allez penser que le journalisme se limite dans ce petit giron du Togo, alors qu'il y a de grandes réalités journalistiques qui vont au-delà de simples faits de relater les faits, mais qui vont même dans l'analyse de la géopolitique internationale, de la géoéconomie, de la géopolitique et militaire. Donc, je me rappelle, quand on était en sociologie, il y avait les enseignants qui étaient chargés de ces cours-là, ont été les parents pauvres de l'université, des enseignants de l'université. Ils étaient d'ailleurs regroupés au sein du syndicat des enseignants du supérieur du Togo, qui était le syndicat des opposants, et à tout moment, quand il y avait des grèves et tout ça, c'était eux qu'on indexait. Et ils finissent à la retraite sans rien, appauvris. Je veux saluer au passage le professeur Kwakouvi, qui nous faisait la sociologie politique, et feu Aziad Bédé, Amouza Aziad Bédé, bon, père à son âme, qui est décédé à Ménédi, et tout ce monde-là. Ceux qui avaient action pour étourdir, pour étouffer l'éclosion, de l'intelligentsia et de l'esprit critique au niveau de l'enseignement togolais. C'est pourquoi on est des parfaits secrétaires partout où on va. On dit ce Togolais, il est très sérieux. Quand on lui dit d'ordonner les choses, de faire son travail, il fait son travail et religieusement, très bien fait, et puis on l'apprécie et il est content. Mais quand, vous voyez, quand ils n'ont pas cet esprit critique, ils ne voient pas plus loin que ce qu'on leur demande. Ils ne peuvent pas se positionner dans des hautes sphères. C'est vrai qu'il y a quelques Togolais qui sont dans des organismes internationaux, mais quand vous voyez, on fait un peu le quota aux Nations Unies, et dans les systèmes des Nations Unies, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là, il y a beaucoup de Rwandais, ça, du côté de la banque, et les banques internationales, il y a les Rwandais, il y a les Burundais, et il y a les Guinéens, et les Sénégalais, ils sont partout. Donc, que ce soit au niveau des Nations Unies, qu'au niveau de tous les autres organismes des Nations Unies. Donc vous allez comprendre que le Togolais a été très sérieux et continue de faire son chemin même jusqu'où nous sommes. Et voilà un peu un aspect où la dictature d'Enyasimbe a réussi à étouffer l'évolution des Togolais. Maintenant revenons à la situation du Togo et avec l'analyse sur le plan de cette compréhension. Le Togo est un pays riche de diversité. Dans l'enseignement, on nous dit que le Togo a une quarantaine d'ethnies. C'est vrai qu'il y a d'autres ethnies. Moi, je ne vais pas donner des cours ici parce que il y a ces histoires où on dit certains sont venus de l'Est, les éléments venus du Nord, les éléments venus de l'Est, et certains sont tombés du ciel. Les Kabyais, dans l'histoire qu'on nous a enseignée à l'école, sont tombés du ciel parce qu'on a vu les traces d'un pied d'un Kabyais sur une roche et dans la localité du Nord. Et pour ceux qui peut-être ne le savent pas, et on a conclu que voilà, ce peuple n'est pas venu d'une nature biologique comme Darwin l'a décrit. Non. N'est-ce pas? Les futurs cadres en sciences politiques qui doivent animer les partis politiques, qui doivent animer les institutions. Ce qui l'a permis seulement, c'est l'ENA, qui est une forme d'administration, une copie très pâle de l'ENA français, mais qui constitue à non seulement sélectionner ceux qui vont y aller, mais tout simplement les orienter dans une forme de formation administrative sans leur donner la pensée critique en termes de remise en cause ou de rupture. Donc jusqu'à ce jour, nous avons cet héritage-là négatif de l'eyadémaïsme qui empêche les Togolais d'avoir une pensée critique, et même dans les facultés de sociologie ou encore les facultés de philosophie, les cours sont orientés de façon à nous enlever cette pensée critique, cette pensée rebelle de remise en cause. Et au début des années 90, les professeurs qui sont un peu allés au-delà des limites qu'on leur a créées, ces professeurs ont réussi quand même à donner aux étudiants des années 90 un certain nombre d'outils qui ont permis de faire la révolte des années 90. Donc c'était un peu un aparté là pour appuyer ce que tu disais tout à l'heure, Carlos.
merci beaucoup Tché pour cette précision. Nous sommes vraiment dans une masterclass parce que ça permet à ceux qui ont fait la FACEG ou les sciences sociales, la sociologie et à l'université ou à ceux qui ont fait d'autres facultés, et ils vont quand ils retournent un peu dans les cours, ils vont comprendre que l'enseignement n'était pas un enseignement qui permettait de devenir révolutionnaire, de critiquer, d'exprimer sa pensée, mais c'est beaucoup plus un enseignement qui était destiné à être de façon généraliste dans la prise de position à tous les niveaux. Donc ça c'est très important. Et puis il faut également ajouter à côté des faits de l'enseignement politique, le journalisme. À ce jour, dans les universités du Togo, il n'y a pas encore une école de journalisme. Parce que depuis très longtemps, il y a des gens qui disent non, les journalistes, ils sont critiques et ce sont des gens qui donnent l'information, ce sont des gens qui font tomber les dictatures ou bien les régimes et qui critiquent les pouvoirs. Donc moi, je ne veux pas d'école de journalisme. Donc il n'y a jamais eu d'école de journalisme au Togo à l'époque de dire ce qu'ils pensent et d'enseigner la critique aux étudiants. Il n'était pas vu de bon œil par les autorités togolaises. Donc voilà en quoi on a utilisé l'éducation pour étourdir, pour étouffer l'éclosion, de l'intelligentsia et de l'esprit critique au niveau de l'enseignement togolais. C'est pourquoi on est des parfaits secrétaires. Partout où on va, on dit ce Togolais, il est très sérieux. Quand on lui dit d'ordonner les choses, de faire son travail, il fait son travail et religieusement, très bien fait, et puis on l'apprécie, et il est content. Mais quand, vous voyez, quand ils n'ont pas cet esprit critique, ils ne voient pas plus loin que ce qu'on leur demande, ils ne peuvent pas se positionner dans des hautes sphères. C'est vrai qu'il y a quelques Togolais qui sont dans des organismes internationaux, mais quand vous voyez, on fait un peu le quota aux Nations Unies et dans les systèmes des Nations Unies, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là. Il y a beaucoup de Rwandais, ça, du côté de la banque et les banques internationales. Il y a les Rwandais, il y a les Burundais et il y a les Guinéens et les Sénégalais, ils sont partout. Donc, que ce soit au niveau des Nations Unies qu'au niveau de tous les autres organismes des Nations Unies. Donc vous allez comprendre que le Togolais a été très sérieux et continue de faire son chemin même jusqu'où nous sommes. Et voilà un peu un aspect où la dictature d'Enyasimbe a réussi à étouffer l'évolution des Togolais. Maintenant revenons à la situation du Togo et avec l'analyse sur le plan de cette compréhension. Le Togo est un pays riche de diversité. Dans l'enseignement, on nous dit que le Togo a une quarantaine d'ethnies. C'est vrai qu'il y a d'autres ethnies. Moi, je ne vais pas donner des cours ici parce que il y a ces histoires où on dit certains sont venus de l'Est, les éléments venus du Nord, les éléments venus de l'Est, et certains sont tombés du ciel. Les Kabyais, dans l'histoire qu'on nous a enseignée à l'école, sont tombés du ciel parce qu'on a vu les traces d'un pied d'un Kabyais sur une roche et dans la localité du Nord. Pour ceux qui peut-être ne le savent, sont intégrés pour donner une légitimité nationale au système. Et on n'avait pas le choix à l'époque, hein, quand tu essayais de critiquer, de dénoncer ce qui se passait, tu finissais à Naboulougou. Naboulougou, c'était la prison où l'anecdote raconte qu'il y a un moulin de torture là-bas où on te mettait dedans et tu étais écrasé. Et c'était juste les déchets qu'on recueillait quand on te mettait dans cette machine. Donc c'était une prison célèbre en Mango qui avait fait son temps. Donc des noms, comme je le disais, comme Totivi Djidjogbelaclé, étaient des cerveaux vraiment idéologiques de ce parti. Il y avait à l'époque Maope Vovor, il y avait Yaokom Lavi qui était de Noche, il y avait Ameneyato Viniko qui était d'Anero, Kunale Eklo il était d'Anero, Aïssa Abitra, je crois qu'il était de Kloto, il y a Komla Alupi, il y a Kofi Djondo qui est des lacs également, et il y avait plein de ces gens, Aïté Gachem Ivedor qui est resté avec Yadema jusqu'à devenir, je crois, il y a ceux qui dirigent les armoiries là, qui donnent les décorations.
Donc, lui, il a été gâché, mais a été cela. Je ne sais pas s'il est encore là. Il y avait Assion, Folivi, et journaliste de son état, qui a été directeur de cabinet, et finalement, qui est nommé président de la commission de lutte contre la corruption. Après, dans les années 2001-2002, il a été empoisonné. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il vit encore. Et tout ce monde-là, ils ont joué le rôle d'intermédiaire entre le régime et la population du Sud. Ça veut dire que ils se donnaient en façade d'équilibre national. Et quand ils étaient avec Eyadema, les gens du Sud se disaient que les nôtres sont avec lui. Et les gens du Nord se disaient que il fait une certaine politique nationale où tout le monde est là. Et pourtant, ceux-là, ils étaient de gré ou de force avec lui et jouaient leur survie parce qu'ils ont été à l'école. Certains ont fait des écoles et des universités étrangères en Europe et tout. Mais quand ils sont revenus, ils sont des cadres, ils doivent travailler pour le pays. Donc, ils ont joué ce rôle pendant longtemps. Maintenant, pendant ce moment, dans les années 90, parce que le vent de l'Est est venu avec des nouveaux leaders, la libération de la parole, les partis politiques d'opposition, la presse, et ce vent, je vous assure, pour ceux qui ont vécu ces moments, a soufflé très fort. A soufflé très fort avec la conférence nationale souveraine en 1991, où on a rabattu toutes les cartes. Et c'est l'époque où qu'on appelle l'époque de la génération Agbemé Kodjo, paix à son âme, qui entre dans le jeu, qui a jonglé entre loyauté au régime et la volonté de réforme, jusqu'en 2001, où cette génération accompagnait la transition avortée puis le repli autoritaire du pouvoir. Donc, c'est en 2001 qu'à un moment donné, Agbemé a compris que malgré cette bataille qu'il faisait, cette lutte farouche, il a été très fidèle, il a été le dauphin, il devait être présenté comme pour remplacer Agbemé. Il a vu que le monsieur n'avait aucune volonté de céder son pouvoir. Et il a sorti son brûlot, il est temps d'espérer avant de prendre la pause d'escampette pour revenir plus tard. Donc les années 2002-2005 ont marqué une phase d'instabilité pour le régime. Parce que à partir de 2002, on sentait déjà la santé du président de Ignacio Eyadema déjà qui était break-balance. Et il y avait aussi la coopération avec l'Union européenne qui était break-balance, qui était suspendue, et il y avait l'opposition qui était vraiment bien organisée à l'époque. Et en 2005, Gnassingbé Eyadema tombe le 5 février. Il meurt de sa mort naturelle. Le régime chancelle, mais le système reste intact. Faure est arrivé par des massacres, par l'intimidation, par l'armée, à maintenir le cap au prix des 500 personnes. 500 personnes tuées selon le rapport des Nations Unies. Mais l'ère Faure, qui était promise pour être une ère de changement, et malgré le fait que les Togolais ont réussi à l'excuser un tout petit peu en disant que bon, à lui faire confiance, à lui accorder le bénéfice du doute, ils ont dit, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à voir. Mais la logique d'un système de répression au Togo. Entre en jeu alors de nouvelles figures pour consolider. Parce que Eyadema s'était entouré de certains intellectuels. Lui aussi, il a créé son groupe d'intellectuels pour continuer à faire la propagande et à soutenir son régime. Il y a entre autres Robert Doucet. Vous avez vu, malgré la tension qu'il y avait au Togo, malgré la mobilisation qu'il y avait au Togo, vous avez vu le discours qu'il a donné à l'Assemblée générale des Nations Unies récemment, en septembre. Vous allez comprendre que des gens sont prêts à aller jusqu'au bout. Dans l'humiliation, et dans le sacrifice, dans le sacerdoce, et même dans le sacrifice ultime pour continuer à faire régner le régime fort. Parmi ces gens du Sud, il y a Victoire de Betomega, il y a Sina Lawson, il y a Christine Agnelé, à l'époque, qui était au CAR, qui a été repêchée, qui est revenue. Il y a, entre autres, Adjourouvier et tout ça là, qui ont rejoint les rangs pendant les dernières années. Donc, vous allez voir que l'ethnisation est la marque de fabrique et c'est la colonne vertébrale.
Parce qu'il y a déjà l'armée. Il est sûr que l'armée continuera à le protéger, et l'armée en majorité kabylie. Et l'ethnie qui est là, il y a les autres ethnies qui sont là, il doit maintenant piocher au niveau de chaque ethnie certaines personnalités pour continuer à régner, à asseoir son pouvoir sur le peuple et à continuer à dominer le peuple. Mais malgré ces visages nouveaux, la structure reste la même. L'armée demeure sous le contrôle d'un noyau kabylie, l'administration reste centralisée et la loyauté ethnique prime sur la compétence nationale. Et vous allez remarquer ceux qui ont eu des relations professionnelles avec certaines personnalités, certaines autorités du Sud. Vous allez constater que quand il y a des enjeux, ils préfèrent faire des concessions en faveur de l'ethnie kabylie tout juste pour permettre, en tout cas, à continuer à bénéficier de leur place, de leur position aux côtés de Faure Gnassingbé. Voilà un peu. Je le dis, bon, c'est vrai qu'avant, c'était pas autorisé de dire en plus certains paquets pour faire des chantiers ailleurs. Donc, non seulement on lui a collé un redressement fiscal, je crois, de près de 15 milliards, mais également on le poursuivant devait l'arrêter. Le monsieur a fui, il a disparu du Togo et il s'est caché partout jusqu'à rester au Ghana pour se donner une formation en matière d'élevage, de commercialisation du poisson tilapia. Et quand il est revenu, maintenant, avant de revenir, il est passé par des couloirs, par des discussions, par des négociations, des médiations, pour être dans la grâce du système, notamment du président de la République, Faure Gnassingbé. Il est venu demander pardon. On lui a dit, voilà, comme tu as un projet, continue ton projet. Et il a commencé par exécuter son projet de tilapia. Là où l'anecdote est réelle, c'est que pour faire plaisir à la communauté kabylie dont est issu le président Faure Gnassingbé, parce que c'est lui qui lui a permis de revenir autour de continuer ses activités, il a nommé son tilapia, la gamme de son tilapia, tilapia Madja, pour tous ceux qui connaissent l'histoire de tilapia Madja. Aujourd'hui, il fait des cartons et l'étiquette c'est que c'est tilapia Madja. Madja, c'est-à-dire que c'est voilà une langue, voilà un mot kabylie pour essayer de rehausser l'image. Vous allez constater également, pour voir un peu l'influence de l'ethnie sur la politique togolaise, où quand on devait créer la plateforme industrielle d'Adétikopé, ils ont fait tout et tout pour que cela soit dénommé PIA, plateforme industrielle d'Adétikopé, pour que cela soit PIA, pour faire plaisir au président de la République qui est issu de PIA. Donc tout ça, c'est le culte de la personnalité et c'est le fait de mettre en avant l'ethnie comme la cheville ouvrière qui permet de pouvoir renforcer son pouvoir. Et quand on n'est pas dans ce moule ethnique, on ne peut pas évoluer, on ne peut rien faire. Et c'est ainsi que se forme la seconde génération, comme je le disais, des relais politiques. Il y avait ADJ qui est de dire en public kabylie, mais moi j'ai vécu parmi les kabylie, j'ai beaucoup d'amis kabylie et je les apprécie beaucoup. J'en ai des Kotokoli, j'en ai des Bassar, j'en ai des Adja Ewe, j'en ai un peu partout au Togo, et des Moba, des Tchokosi, des Loso et tout. Donc j'ai des amis parmi tout ce monde-là et j'ai réussi à faire une lecture socio-ethnologique de tout ce monde-là et savoir comment chacun essaie de réfléchir, chacun essaie de préserver, de protéger ses intérêts dans la mesure du possible. Donc, c'est dans ce cadre que quand je prononce l'ethnie kabylie, c'est parce que le pouvoir est instrumentalisé après cette ethnie-là pour essayer de créer cette rupture. Et la règle non écrite dans ce contexte, c'est que on ne peut pas être kabylie et opposant. C'est anormal. On ne peut pas être kabylie et opposant. Et inversement, si on est du Sud, pour être protégé, il faut défendre les intérêts du Nord. Là, dans ce cas, il faut être protégé. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Piero Akakovi.
M. Pierrot Akakpoville est aujourd'hui le patron du tilapia au Togo. Il a créé une grande usine où il fait l'exportation du poisson tilapia de Nanbeto. Il est le responsable de l'hôtel Novella à Baguida, pour ceux qui connaissent cet hôtel. Ce monsieur a été persécuté, pourchassé à l'époque parce que on l'a accusé de financer l'opposition, parce il était transitaire et on l'a accusé de financer l'opposition en catimini. Donc on a voulu lui faire la peau. Et il avait réussi à gagner un marché de ciment à partir du Maroc et il a ramené des centaines de tonnes de ciment du Maroc qui coûtaient moins cher, à moitié prix par rapport au ciment du Togo. Donc, il a voulu voilà, faire une vente parallèle du ciment à son prix parce que il avait beaucoup de bénéfices même s'il le vendait à moitié prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ingrid Awade, qui était la toute puissante directrice des impôts à l'époque, lui a fait un redressement fiscal. Après avoir bloqué des centaines de tonnes de ciment. Et c'est ainsi que se forme la seconde génération, comme je le disais, des relais politiques. Il y avait il y a DJ qui est là, et il y a tous les autres aujourd'hui qui sont, bon, Alupuy, qui est le fils de l'autre, Alupuy, le père, et il y a d'autres maintenant qui sont injectés dans le système. Certains sont visibles, d'autres ne sont pas visibles, et ils continuent de pouvoir jouer pour perpétuer le pouvoir. Passons à la carte ethno-régionale. Cette logique d'équilibre forcé a fini par créer une cartographie sociopolitique du pays. Vous avez les gens d'Anéro, c'est le berceau des intellectuels politiques, parce que c'est eux-mêmes, ils se vantent de le dire, qui ont été les premiers à voir les Blancs parce que ils ont la mer et le bateau des Blancs qui est arrivé et a accosté d'abord chez eux, et c'est eux qui ont été à l'école d'abord avant les autres. Donc, c'est le berceau des intellectuels politiques, depuis la clé jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, ils continuent de rayonner autour de Front Gnassingbé, même si ce qu'ils font ne rentre pas dans un cadre de développement intégral et général, mais beaucoup plus dans leurs intérêts personnels. Qui est le maire d'Anéro aujourd'hui? C'est Maître Akerebou, qui est avocat, qui a été longtemps dans les coulisses, dans les rouages de Gnassingbé Adema, puis de Fort Gnassingbé. Il est le maire indéboulonnable. Il a été encore réélu. Tout simplement parce qu'on veut le mettre là-bas pour instrumentaliser l'ethnie des Guins d'Anéro, pour dire que voilà, on a mis votre fils là-bas et vous êtes obligé de faire avec lui. Et pourtant, lui, il joue pour l'ethnie du chef de l'État. Au niveau de Palimé, nous avons connu dans toute la zone. Oui, oui, tu peux y aller. Constitution. Oui, s'il te plaît, j'ai perdu la main, le modo. Essaie de revoir ça, s'il te plaît, pour monter. Non, j'apprécie. Tu peux te mettre en place. Qui dompte également cette population, qui ne peut pas voir ailleurs. Et aujourd'hui, ceux qui incarnent ces cadres-là, c'est la dame Kuigan, qui est toute puissante, et ministre de la communication, je crois, et en même temps maire de Logou, maire d'Atakpami. Et c'est elle qui essaie de rassembler tous les cadres de Logou. Il y en a d'autres, il y a Méthodi, qui est un mécanicien d'avion, et qui a de grandes fermes et tout, mais qui met tout ce qu'il fait au service du système de Fort Gnassingbé. Et au-delà de ça, nous avons également d'autres populations, et les gens de Raro et du Moyen Mono. Là également, c'est des peuples, comme je l'avais dit, Adja et de Moyen Mono, les Adja et puis Noche, qui foncièrement sont une ethnie qui ne se laisse pas faire. C'est comme aussi l'ethnie Kotokoli, les Kotokoli. Mais on est arrivé à mettre des gens là-bas pour
les représenter valablement et pour les anéantir dans leur élan. C'est pourquoi vous allez constater que quand il y a des manifestations, on fait tout pour étouffer les manifestations dans cette zone, de Noche jusqu'à Tou, en passant par Tado et tout ça là. Ils ont injecté des personnalités là-bas qui sont foncièrement inféodées au système, qui sont au cœur du pouvoir. Et c'est Kwame Klassou qui est sur cette piste, qui anime la danse, la cadence au niveau de cette ethnie. Et il y a aussi au niveau de l'armée le colonel Dotto, qui était un ancien chef de la gendarmerie, qui aussi a joué longtemps un rôle avant de disparaître. On a connu Yaokomavi à l'époque avec le général Eyadema. Donc, au sommet de cette pyramide, ce n'est pas pyramide dans laquelle nous sommes, au sommet de cette pyramide qui a été créée par le système, l'armée reste l'outil ultime de contrôle politique. L'armée reste l'outil ultime de contrôle politique. Et dans ça, c'est la majorité de Kabylie. Mais au niveau de l'armée, je crois qu'ils sont conseillés faire les choses. Et puis il raconte, il disait que ben, ce que moi j'ai dans mon ventre aujourd'hui, si moi je le sors, le Togo va brûler. Il a dit ben, qu'est-ce que tu as dans le ventre, tu ne peux pas le dire, pour que le Togo brûle, pour qu'on s'en sorte. Donc, voilà un peu un des intellectuels des Cloto. Et puis, il y en a encore plusieurs aujourd'hui. Il y a des intellectuels de Cloto qui continuent de mener la cadence. Je veux parler, par exemple, du professeur Kokoroko, qui, normalement, qui est un intellectuel éclairé, pourrait contribuer à trouver des solutions à la lutte aujourd'hui. Ce sont des gens qui pouvaient s'opposer radicalement à cette histoire de 5e constitution qui était totalement farfelue. Mais c'est plutôt eux qui venaient développer des contorsions, des arguments et à la limite qui ne tiennent pas du tout pour défendre une certaine 5e constitution. Et là c'est grave. Donc, il y a de ces juristes-là qui font partie des plateaux, qui aussi entouraient le système et de Faure Gnassingbé et qui continuent de part et d'autre de représenter les populations du Cloto pour dire que, ben voilà, si vous faites bien, nous sommes là pour vous et tout. Et Gabriel Ameyi, qui est le fils de Mao le Premier Ameyi, un officier général de son état, qui aussi a été assassiné dans les conditions que tout le monde connaît, n'a aucune force, n'est pas assez puissant pour pouvoir dire vrai ce qu'il pense. Dans ses élans, dans ses sorties, dans ses batailles, on sent que c'est un monsieur qui continue de pleurer son père, qui continue de se dire que ben on ne peut pas sacrifier mon père comme ça, que je dois rester voilà dans l'ombre sans pouvoir bénéficier d'une certaine justice. Il n'y a jamais eu de justice. Mais quand il se bat, on l'anéantit. Tout simplement parce qu'il s'est accroché au football. Vous allez voir ses déboires. Tantôt il est président, tantôt il est démis, tantôt on lui refuse ceci, on lui refuse cela. Et il n'a jamais eu une vie stable.